Ça fait assez longtemps qu'on en parle. Maintenant, il faut passer à l'action. Le visage de la violence a changé. La fameuse ligne rouge, la ligne rouge qui dit que à partir de là, c'est inacceptable, elle a reculé. Salut Valérie. Salut Audrey. On parle de plus en plus de la violence dans les écoles. Ça fait plusieurs mois, en fait, qu'on en parle, que c'est un sujet qui revient. On le voit souvent, nous, sur notre territoire, des interventions de la police dans différentes écoles secondaires, mais aussi primaires même, parce que, justement, il y a une montée de la violence envers les professeurs, entre les élèves aussi. Puis on voulait en parler au balado cette semaine. Oui, puis évidemment, on a choisi le président du syndicat de Champlain, Jean-François Guilbeault, qui représente quand même 13 500 membres du milieu de l'enseignement, notamment des centres de services scolaires Vallée des Tisserands, qui est dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, et Marie-Victorin, dans le secteur de Brossard et Longueuil. Je sais pas pour toi, moi, c'est ça, comme parent, à la lumière, on a parlé pendant une demi-heure de violence dans les écoles, je t'avoue que ça me décourage un peu, même si au quotidien, je veux dire, je n'ai pas ce genre d'écho-là de la part de mes enfants, mais tu dis, oh, ils vont grandir, puis qu'est-ce qui va se passer, entre autres au secondaire, mettons. Là. Oui. Mais moi, tu vois, je suis pas parent, mais à l'inverse, on dirait que ça m'a donné un peu d'espoir parce que, justement, il nous disait que certaines écoles, quand on était bien mobilisés, quand tout le monde là, ramait dans la même direction, ben, il y en avait des résultats qui étaient positifs. Surtout, on espère qu'il va y avoir une prise de conscience du côté des parents, là, entre autres. Mais pas juste des parents. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'électrochoc qui doit être fait, une véritable réflexion sur le milieu de l'éducation dans lequel, évidemment, il y aurait la violence, là, mais tous les autres enjeux qui existent. Oui, il y en a beaucoup. Là. Une demi-heure, on a parlé de ça, mais on a compris qu'il y avait d'autres chantiers à venir dans le milieu de l'éducation. Donc, bonne écoute! Ceci n'est pas une revue de presse, c'est un balado animé par Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, une production de Gravité Média. Bonjour, Monsieur Guilbeault, bienvenue à notre balado. Vous êtes l'un des représentants des syndicats qui réclamaient la tenue d'une enquête de la santé publique sur la question de la violence et de l'intolérance dans les écoles. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça va changer selon vous puis ça va amener de plus que ce qui a déjà été dit? Bien, en fait, il faut savoir que le portrait n'est pas réjouissant actuellement dans le réseau scolaire. Le gouvernement se gouverne en fonction des chiffres qu'il a à sa disposition. Puis, force est de constater, on a déposé nous-mêmes un rapport il y a quelques semaines de ça là, pour la région des 3 centres de services scolaires qu'on représente sur la Montérégie, où on fait état dans les 2 dernières années de plus de 10 000 cas d'agression et de violence à l'endroit du personnel scolaire. Et quand on regarde les chiffres dont le ministère a accès, ça ne reflète pas la réalité. Donc, le ministère n'a accès qu'à la pointe de l'iceberg. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu une enquête nationale qui a été mise en place par le gouvernement pour aller prendre le portrait réel de la situation dans les milieux. Donc, c'était plus que nécessaire qu'on ait des paramètres clairs, qu'on sache exactement la nature des enjeux qu'on observe dans le milieu, puis qu'on arrête de dire que c'est des syndicats qui crient au loup constamment. Le personnel d'éducation en peut plus. Puis, je vais le dire comme je le dis partout, le réseau est dépassé au moment où on se parle. Ils n'ont pas les outils, les moyens pour intervenir efficacement puis faire arrêter ce fléau-là. Deuxième élément, mais c'est aussi une façon de conscientiser la population en général sur l'état des lieux. C'est l'endroit où on envoie nos enfants. Puis ce qu'on veut, c'est un milieu sécuritaire pour eux. Alors, évidemment, si la population est plus au fait de la réalité, ça va créer une pression politique aussi sur le gouvernement pour qu'ils mettent des moyens en place. Vous avez parlé d'un rapport que vous avez sorti. Cet automne, il y en avait le sondage aussi de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui avait fait grand bruit. On disait que 90 % des répondants disaient avoir été victimes d'actes de violence à l'école. 3 professeurs sur 5 songeaient à quitter l'enseignement. Puis on ne parle même pas du personnel de soutien ou des professionnels aussi qui travaillent également dans les écoles, qui sont exposés à des actes de violence. Les chiffres que je viens de dire, ça ressemble à ce que vous vivez aussi sur le terrain? Et c'est clair. Puis vous pourriez faire la recension de tout ce qui a été publié dans les dernières années. L'exercice de notre... Nous, on a lancé une campagne actuellement, la campagne du X-Mauve, mettons X sur la violence. C'était l'objectif, c'est de ramener dans un continuum cette information-là. Parce que, on va se le dire, l'information, c'est très éphémère. Hein? On sort une nouvelle, ça dure 24-48 heures, et après ça, on passe à autre chose. Là, la campagne, elle a capitalisé sur le fait qu'on a nommé depuis plus de 10 ans
des statistiques, des faits, des événements relatés de ce qui se passe sur le terrain, ça ne faisait que passer, je vais le dire comme ça. Et la campagne a voulu justement ramener ça dans un continuum de temps. On en a parlé pendant 2 mois jusqu'à la semaine dernière, qui était la Semaine nationale de prévention de la violence et de l'intimidation, instaurée par le ministère de l'Éducation. Donc, l'objectif, c'était justement de dire, bien, les chiffres, on les connaît. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut être capable d'aller au-delà des chiffres, aller s'intéresser sur la réalité du terrain et, comme société, se questionner aussi sur comment, de quelle façon je me comporte, moi, comme je le dis tout le temps comme ça, comme adulte. Parce que nos enfants, ils apprennent par l'exemple. Ils n'arrivent pas dans l'école avec ces comportements-là appris à l'école. Non, ils arrivent et donc, il faut que nous, comme adultes, qui gravitons autour des enfants, et là, j'inclus tout le monde, le personnel scolaire, mais les parents, la société, les modèles à qui on expose nos enfants, on a tous une responsabilité. C'était ça l'esprit de la campagne. Mais les chiffres, là, parce que des fois, on se dit, dans mon temps aussi, il y en avait de la violence. Il y a vraiment, selon ce que vous constatez, plus de violence ou est-ce qu'on la tolère moins, avec raison, là, on la dénonce davantage, ou c'est plus violent qu'avant? Le visage de la violence a changé. Parce qu'effectivement, probablement que vous avez tous et toutes des références de l'époque où vous fréquentiez les écoles primaires et secondaires. Vous avez des images, des faits qui vous reviennent à l'esprit. Mais j'ai dit à tous les micros en qui on m'a posé la question, il faut être dans le milieu pour réaliser que le visage a changé. Si on regarde, par exemple, aux primaires, là, ce qu'on observe, là, c'est de la violence physique. Qu'elle soit intentionnelle ou non, qu'elle soit associée à un diagnostic, une difficulté, un enjeu individuel particulier, elle est présente. Ce qu'on observe, c'est des enfants qui frappent littéralement les enseignants. Ce qu'on n'observait pas là, si on regarde 15, 20, 25, 30 ans en arrière, qui graffinent, qui lancent des objets, qui détruisent le mobilier dans des classes. C'est ça qu'on observe. Vous n'avez aucun souvenir de ça, d'avoir vécu ce genre de situation-là quand vous étiez vous-même à l'école. Au secondaire, ce qu'on observe, c'est on s'en va vers plutôt une violence de nature verbale et psychologique. Là, on va avoir des menaces de mort. Là, on va avoir des propos que je n'oserais jamais répéter à aucun micro qu'on adresse et on fait sans pudeur au personnel de l'éducation. Ça aussi, ce n'était pas observable si on recule 25-30 ans en arrière, en quantité et en répétition et en récurrence comme on l'observe sur le terrain. Donc, c'est véritablement ce visage-là de la violence. Puis, j'ai envie de vous dire qu'elle est décomplexée. Et là, je pourrais accuser n'importe qui, les médias sociaux, quoi que ce soit. On pourrait en trouver plein de coupables avec tout ça. Là. Mais elle est décomplexée et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on agisse, qu'on trouve des façons de faire résorber ce genre de comportement-là, puis qu'on envoie un message clair que c'est inacceptable. Il n'y a pas beaucoup de milieux de travail aujourd'hui. Là, puis évidemment, moi, je parle pour les gens que je représente, là, du personnel enseignant et du soutien. Il y a exactement, qui tolérerait d'être victime quotidiennement de ce genre de gestes-là. Mais c'est une forme de refus de l'autorité, ça? C'est qu'on n'a plus le respect qu'on avait, nous, avant, envers les professeurs? Si on parle des élèves, ben en fait, j'ai encore envie de vous dire, puis je ne suis pas en train de généraliser, hein, parce que ce n'est pas tous les enfants, c'est pas tous les parents, mais à partir du moment où l'enfant observe que son parent se permet de s'adresser à l'enseignante ou à l'enseignant, se permet de s'adresser à la direction d'école avec mépris et avec un manque de respect flagrant, bien, ça envoie le message à l'enfant que c'est un modus operandi qui est acceptable. Alors, et malheureusement, on en observe de plus en plus. Donc, puis encore là, je le répète, je ne généralise pas. J'ai des parents collaborateurs, j'ai des enfants qui sont investis dans leur éducation, qu'on ne verra jamais ce genre de comportement-là. Ce qui est dramatique actuellement, quand je dis, c'est qu'on banalise là, tous ces gestes de violence-là. Vous savez, là, le personnel de l'éducation ont choisi d'aller travailler dans ce milieu-là parce que ce sont des gens qui veulent aider. Et quand on se retrouve devant de la souffrance, quand on se retrouve devant de l'impuissance, quand on se retrouve devant des enfants qui vivent de la violence eux-mêmes à la maison et tout ça, bien, on en prend sur nos épaules, puis on essaie de venir en aide, et on accepte des fois, malheureusement, l'intolérable, puis on nous fait passer le message aussi que ça fait partie de la job, parce que notre mission, c'est l'éducation. C'est là que ça devient pernicieux. C'est là qu'il va falloir qu'on ramène. Je parlais avec un chercheur universitaire, puis avec d'autres dans le milieu, puis la fameuse ligne rouge, la ligne rouge qui dit qu'à partir de là, c'est inacceptable. Elle a reculé.
Et je pense que comme société, il va falloir la ramener à un endroit qui va faire qu'on va vivre plus sereinement dans le milieu scolaire, puis on va offrir un milieu aussi plus sain et sécuritaire pour les enfants. Là. Est-ce que votre relève, dans le fond, de futurs profs, par exemple, on leur dit, ben là, voici, tu vas enseigner, mais il va y avoir des bagarres, tu vas gérer des crises, ça vient... On prend ça pour acquis. Ben, j'ai envie de vous dire que vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que on parle d'un autre enjeu parallèle, la pénurie de personnel en éducation. Là. Ben, on n'est pas vendeur là, pour attirer la relève là, parce que les conditions d'exercice dans lesquelles ils vont devoir vivre, ben, elle est questionnable. Puis surtout, malheureusement, c'est ça qui arrive dans les médias. T'sais, ma campagne, elle se veut une sensibilisation, mais je suis très conscient qu'en même temps, elle décourage peut-être la relève de venir joindre les rangs. Et c'est pour ça que c'est important qu'on agisse puis qu'on mette des paramètres clairs, des façons de ce qui est inacceptable et tout pour envoyer un message qu'on agit puis que la relève se sente en sécurité de venir dans le milieu de travail. Hein. Puis en 2012, par contre, il y a une loi qui a été adoptée pour prévenir la violence et l'intimidation dans les écoles. Elle forçait à ce que chaque école mette en place un plan d'action contre l'intimidation et la violence. Mais est-ce qu'on comprend que c'était seulement pour les élèves? Il n'était pas question des enseignants à ce moment-là ou ça a juste échoué, cette loi-là, en fait? Ben, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a mis en place une procédure. Puis des procédures, on sait ce que ça donne. C'est le plan de lutte auquel vous faites référence, les plans de lutte contre la violence et l'intimidation à l'école. Ben, malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'elles sont souvent peu connues. Des parents notamment, des enfants, mais même du personnel, parce que c'est quelque chose qui, normalement, est revu à chaque année, mais c'est fait dans le cadre d'une procédure. Puis souvent, ça reste sur les tablettes dans les écoles ou appliqué de manière incohérente et pas nécessairement toujours avec constance. Donc, encore une fois, quand on arrive dans ces situations-là, vous savez, la violence, entre autres, là, la cohérence puis la constante, c'est toujours les deux mots que je vais nommer partout. C'est les deux clés. Il faut agir toujours de la même manière puis de façon constante pour que le message passe dans le milieu puis que autant les élèves que les parents deviennent aussi imputables là, des comportements de leurs enfants. Là. Donc, il va falloir qu'eux aussi prennent leur part de responsabilité. Et donc, quand c'est agi avec constance et cohérence, bien à ce moment-là, on envoie un message dans le milieu et la pression tombe. C'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est quoi la procédure présentement? Vous dites justement que la loi est devenue une procédure. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, le plan de lutte établit les obligations de chacun. Donc, il faut que chacun respecte, notamment la direction. Mais quand je parle de banalisation, là, je parle de cette nature-là, de comportements qui sont expliqués et excusés. Et donc, il fait en sorte qu'on va tasser le plan de lutte et qu'on va tout simplement amener des moyens plus mitigés pour répondre à un enjeu de violence. Comme quoi, par exemple? Bien, un moyen, je vous dirais, malheureusement, dans bien des cas, c'est qu'on va faire sentir au personnel qui en a été victime, dire, écoutez, c'est un enfant. Écoutez, cet enfant-là, il y a un enjeu particulier. Il y a des relations, ses relations familiales sont pas stables. Il y a un diagnostic qui explique son comportement. Tu as besoin d'un repos, va à la maison, reviens demain puis on recommence à zéro. Mais au secondaire, ça ne se justifie pas. Là, quand même. Ça ne se justifie pas ni au primaire, ni au secondaire. Mais c'est que là, c'est un enfant. On ne peut pas sortir cet argument-là. Mais on le sort encore. On le sort encore parce que, par exemple, je vais parler des classes d'adaptation scolaire pour à titre d'exemple, là, donc, où j'ai effectivement des enfants qui ont certains diagnostics, certains enjeux comportementaux. Bien, on va justifier les comportements à cet égard-là. Et donc, on va les expliquer. Et je le dis tout le temps, c'est correct qu'on explique le comportement parce que dans notre mission éducative, il y a ça aussi. Il faut être capable d'éduquer puis de faire en sorte que l'enfant, on modélise certains comportements puis qu'il apprenne que ce sont des choses inacceptables en société. Mais il ne faut pas oublier l'aspect de ne pas excuser un comportement. Parce que ça aussi, un enfant, ça apprend par l'exemple puis ça apprend par les... Malheureusement, là, il faut qu'il y ait un bout de conséquences aux gestes qui sont posés pour qu'on assume les gestes qu'on pose. Et ça, ce bout-là, il est souvent évacué de l'équation. Il n'y a peut-être pas assez de conséquences des fois, parce que c'est quand même complexe comme intervention. T'sais, si vous dites, justement, c'est un élève qui a un défi particulier ou a des enjeux, là, comme vous les avez mentionnés, là, on comprend tout ça, mais ça ne mérite pas que je me fasse frapper quand même. Puis on dirait que c'est quoi la solution? La solution, je la répète, c'est toujours la même chose, constance, cohérence. Puis il faut à tout le moins aussi que l'ensemble de l'équipe école soit au fait des encadrements puis que ça s'applique de manière uniforme. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sent qu'il y a des paramètres qui sont sécurisants autour,
autant pour les élèves que pour le personnel, bien, on est dans une situation qui va permettre de faire baisser la pression, ce qu'on observe malheureusement pas tout le temps. Puis quels sont les recours pour les enseignants? On parle aussi en termes d'aide psychologique. Et une fois qu'on l'a vécu, ça, puis que ces gestes-là, qu'est-ce qui s'offre à eux après? Bien, en fait, ce qui s'offre à eux, c'est sûr que nous, on recommande tout le temps qu'ils déclarent chaque situation à l'employeur, parce qu'évidemment, l'employeur a ses responsabilités légales à cet égard-là. Il se doit d'assurer un milieu de travail sain et sécuritaire pour l'ensemble de son personnel. Donc, il y a une déclaration à faire, bien entendu. Mais j'ai envie de vous dire que le système actuel là, a ses limites, notamment si on parle d'accidentés du travail. On parle de la CNESST. Là. Parce que oui, c'est une autre option aussi. Là, quand il y a eu des blessures physiques, ça, c'est plus facile. Hein. C'est plate à dire, mais je vais le nommer. Là, quand j'ai un enseignant ou j'ai un TES, par exemple, qui s'est fait rentrer dedans, moi, j'en ai eu qui ont eu des commotions cérébrales, j'en ai qui ont eu des bras cassés, des choses comme ça. Ça, c'est facile. C'est physique, la déclaration. On va voir le médecin va dire qu'il y a un accident du travail, puis ça va passer à la CNESST. Mais je vous mets la situation inverse où je suis dans une classe où je subis de la violence psychologique constamment, des menaces de mort, des insultes et tout. Là, c'est beaucoup plus insidieux, c'est l'impact au niveau psychologique. Et ça, quand ça arrive en dossier d'accident du travail, c'est difficile de faire reconnaître. Puis ça va même tellement plus loin parce qu'actuellement, ce qu'on commence à constater, c'est qu'au niveau du tribunal administratif du travail, où se traitent les dossiers de CNSST, parce que sachez-le, les centres de services scolaires contestent systématiquement toute demande d'accident du travail en matière d'accident psychologique. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher quand, à partir du moment où l'accident est imputé par la CNESST, ça leur coûte 4 fois la prime au centre de services scolaires, à tous les employeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Le système fonctionne comme ça leur coûte 4 fois la prime. Donc, ils préfèrent investir en contestation juridique pour faire invalider, pour que ça ne passe pas en accident du travail, mais que ça passe en une simple invalidité qui coûte beaucoup moins cher. Donc, et l'accident physique, il est difficilement contestable. Oui, c'est ça. Mais l'accident psychologique, là, il y a une marge de manœuvre. Ce qui est insidieux, c'est qu'actuellement, même les tribunaux ont laissé entendre qu'il y a tellement de cas de violence que ça semble commencer à faire partie de ce qui est habituel et normal en milieu de travail ou en éducation, la violence. Ce qui fait que quand on arrive à présenter un dossier en accident du travail psychologique, bien, on se heurte à cette interprétation-là. C'est pas assez grave, donc... ça ferait presque partie de la normalité du travail en éducation, chose que nous, on va constamment dénoncer. Ça ne peut pas faire partie de la normalité des choses. On a parlé depuis le début de la violence, entre autres à l'égard du personnel, mais on fait aussi état de la violence entre les élèves. Là, récemment, il y a un rapport qui disait que du côté de la santé publique de Montréal, on parlait que ce sont les jeunes filles qui sont de plus en plus victimes de violence. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez sur le terrain aussi? Ça nous est nommé. Effectivement, ça nous est nommé. Il y a une recrudescence. On va parler de comportements misogynes, on va parler de comportements homophobes, transphobes, etc. Il y a cette recrudescence qui est observée, effectivement, entre les élèves. Et malheureusement, effectivement, les jeunes filles en font souvent les frais. Là. Ça, c'est ce qu'on nous est aussi rapporté. Donc, je corrobore les faits qui ont été présentés par la recherche, là, dont vous faites allusion. Encore une fois, c'est de la gestion de classe où ça devient au personnel à gérer ces conflits-là. On gère des conflits, tout à fait. Ça multiplie les interventions en matière de gestion de conflits, effectivement, puis ça alourdit la tâche de tous les intervenants qui gèrent, donc autant les enseignants que les techniciens d'éducation spécialisée, les préposés. Vous avez qu'à penser aussi en service de garde, parce qu'on se rappellera qu'en service de garde, rendu là, il n'y en a plus de service autour des enfants qui ont des enjeux. Hein? Il n'y en a plus du tout. Donc, les autres, ils accueillent tous ces enfants-là, qu'ils aient des enjeux, des diagnostics et tout, sont tout mélangés. Il n'y a pas de groupe spécialisé et ils n'ont pas nécessairement non plus toute la formation et les outils pour intervenir. Ah oui, puis souvent, rendu là, il n'y a même plus de gestionnaires dans l'école. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes et sont eux aussi très victimes. Et d'ailleurs, le rapport qu'on avait sorti, là, je vous faisais état des 10 000 cas un peu plus tôt, ben, j'ai une très, très forte proportion. J'en ai beaucoup chez les enseignants, mais si on regarde sur le personnel de soutien, j'en ai encore plus. Ah oui. Parce qu'ils sont directement en service de garde. Exactement, en service de garde. Là. Puis les TES qui gèrent des crises aussi. Oui. C'est important.
Bon, mais quelles sont les solutions? Ah! On peut- Ben, les solutions, là, bon, d'abord, c'est le premier point intéressant. Là, on est allé à l'Assemblée nationale, nous, il y a peut-être 2-3 semaines, puis il y a une enquête nationale qui va être déclenchée sur la violence en milieu scolaire. Ça va nous donner un portrait intéressant à ce niveau-là. On réclame une enquête de la santé publique, ça, c'est ce qui a été annoncé samedi dernier. Donc, encore une fois, c'est d'amener des données intéressantes. Moi, ce que je veux, c'est amener la question de la violence dans le débat public. J'ai eu besoin que les partis politiques, on s'en va en période électorale, se mouillent à cet effet-là, qui proposent des éléments de solution parce que je suis obligé de le dire, là, ça prend un électrochoc dans la société. Puis si le gouvernement ne prend pas la balle au bon, qui va le faire? Qui va amener cette réflexion de société? Puis là, je le mets dans un exercice encore plus grand. Ça fait depuis 2 ans et demi ou à peu près qu'on réclame des États généraux, là, un grand chantier sur l'éducation en CSQ. On réclame cette réflexion-là pour qu'on... Puis la violence va en faire partie. L'école fait partie de la solution, mais ce n'est pas les seuls. Fait que nous, on peut amener des réflexions sur comment on peut encadrer autrement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme balise dans l'école, qu'est-ce qu'on peut mettre comme limite dans l'école. Mais au-delà de ça, si on travaille seul et en silo, on n'y arrivera pas. Parce que je l'ai dit, partout, la violence, elle ne naît pas à l'école, elle s'y invite. Donc, il y a tous les acteurs de la société qui doivent inévitablement s'en mêler, puis qui doivent porter un même message. Parce que si on ne le fait pas ensemble, toutes les solutions qu'on va pouvoir apporter vont finir par tomber à l'eau. L'école, c'est une micro-société, en fait. Ah, Puis, tellement. je vous écoute depuis le début. Moi, je suis parent d'enfants d'âge scolaire. J'avoue que ça m'inquiète puis ça me décourage un peu, mais en même temps, vous l'avez dit, il n'y a pas juste du négatif. Là, je le vis au quotidien, mais je me demande, comme parent, on a peut-être une responsabilité là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider le milieu scolaire à ce qu'il soit moins violent? Vous l'avez dit, ça commence peut-être à la maison. Ça commence à la maison, on va se le dire. Ça commence à la maison. J'ai envie de vous dire, dans une rencontre préalable, j'avais une discussion avec la présidente des comités de parents qui disait effectivement que ça commence par s'intéresser à ce que fait notre enfant. Ça commence aussi en étant le meilleur modèle possible pour notre enfant. Alors, cette responsabilité, elle est importante. Puis, s'intéresser à ce que fait son enfant, ça va être de plus en plus complexe et lourd plus ils vieillissent. Mais ça fait partie de la responsabilité parentale. Donc là, il y a quelque chose parce qu'avec la présence des ordinateurs, des réseaux sociaux et tout ça, puis je vous dirais, la génération qui est actuellement dans les écoles, a vécu la pandémie. Puis je ne suis pas en train de tout mettre le blanc sur la pandémie parce qu'on l'observait avant, la violence, mais il y a une recrudescence après la pandémie qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'enfants qui, pendant cette période d'isolement, ont été laissés à eux-mêmes, eux aussi. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas trop à quoi ils étaient exposés. Et là, il faut commencer à s'y intéresser à quoi ils sont exposés. Il faut poser des questions, il faut être avec eux, il faut aller le voir parce ils apprennent beaucoup parce ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et donc, les enseignants ne sentent pas qu'ils ont l'appui des parents. Certains parents, pas tous, mais certains parents, ils ne remettent en question la parole de l'enseignante ou de l'enseignant ou de la direction d'école, à la rigueur. On l'a vu, des techniciens d'éducation spécialisée. Mon enfant ne fait pas ça à la maison. Il fait ça à l'école. Donc, la responsabilité appartient à l'école. Mais il faut voir les choses dans une autre perspective, là, parce qu'effectivement, ici, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Est-ce que vous savez tout ce qu'il fait à la maison? S'il ne le fait pas à la maison, mais il le fait à l'école, c'est peut-être parce qu'il y a des éléments au niveau des valeurs, au niveau des encadrements qui sont offerts qui lui permettent d'en déroger à l'école. Il y a plein d'éléments. Il faut juste se questionner. Puis il faut le travailler en équipe. On ne peut pas donner toute la responsabilité à l'école. Et ça, on l'observe. Souvent, c'est comme, moi, je l'amène le matin à l'école. Après ça, c'est plus ma job. Non, ça ne peut pas être comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on le travaille ensemble. Fait que si j'ai des enjeux que je vous partage, j'ai besoin que vous soyez je vais dire mon coéquipier dans tout ça parce qu'on est 2 à travailler avec cet enfant-là. Puis cet enfant-là, il a besoin de toutes ses limites et son accompagnement 24 heures par jour, je vais dire comme ça. Le bout qui m'appartient, je vais en faire un bout, mais quand ça ne marche pas, j'ai besoin de vous de l'autre bord pour qu'on travaille ensemble. C'est peut-être ce lien-là, peut-être, qui est entre le parent puis le prof ou le personnel qui est moins... Mais encore là, généralisons pas, mais oui, il y a de ça. Il y a de ça. Puis tu sais, on pourrait élargir la réflexion. Là, pourquoi on en arrivait à des parents qui se déresponsabilisent pendant les heures de classe?
Peut-être parce que déjà, on s'entend. Là, On est débordé. C'est ça. Ben oui. La charge est tellement importante aujourd'hui, le stress est tellement important que moi, quand j'étais à la maison, là, je veux juste vivre du bon moment avec mon enfant parce que je le vois à peine. Parce qu'on va se le dire, j'en ai beaucoup là, qui arrivent le matin à 6 heures au service de garde, puis ils repartent à 6 heures le soir à la maison. Ah ouais. Fait que C'est quand tu fais 12 les heures, devoirs, quand tu fais donne le bain, prépare le souper, Ouais. tout ça, le temps de qualité que tu as avec ton enfant, t'en as pas beaucoup. Ouais. Fait que tu veux maximiser ton bonheur à ce moment-là. Fait que quand l'école te ramène des problèmes, tu n'as peut-être pas envie de les gérer. Ça, c'est une hypothèse. Mais je dirais même, c'est parce que ça me fait penser, on avait fait un reportage sur la préparation à la maternelle, puis dans le milieu de l'éducation, on m'avait expliqué, puis je trouvais que c'était vraiment brillant, que même avant que ton enfant commence la maternelle ou quand ça commence, là, on s'entend, là, c'est ses premières expériences scolaires, le ton du parent à l'égard de l'école, à l'égard des profs est hyper important pour que l'enfant, déjà, là, parce que Tu vois d'une manière positive. oui, parce que là. quand tu as 5 ans, ce que ton parent t'a dit, tu crois tout ce qu'il dit. Là. Oui. C'est pas la même chose à 15 ans, mais d'avoir un discours positif à l'égard de l'école pour qu'il se crée ce lien-là dès la maternelle. Ah, tout à fait. Pour, Tout à fait. Il faut valoriser l'éducation, à mon avis, puis ça fait partie d'une des responsabilités parentales. Donc, ça aura énormément d'incidences, effectivement. Puis, c'est pas toujours facile parce que, comme adulte, on n'a pas toujours eu des vécus heureux dans le milieu scolaire. Puis il ne faut pas transmettre ça à son enfant parce qu'évidemment, là, on fait juste rapporter, transposer dans le temps une problématique qui ne lui appartient pas à l'enfant. Diriez-vous que la violence dans les écoles est le plus grand chantier sur lequel le milieu de l'éducation a à se pencher présent? Et en fait, il y en a plusieurs, j'ai envie de vous dire. Là. En fait, il y a 3 grands chantiers qui sont importants, à mon avis, puis je pourrais vous en dresser une plus longue liste. Là. La violence en est certainement un, ça c'est clair. La pénurie de main-d'œuvre, on l'a abordé tout à l'heure. Ça, c'est un enjeu majeur. On ne recrute pas, on a de la difficulté à attirer et on a des gens qui quittent le réseau de façon prématurée. Et l'autre enjeu, puis tout ça, c'est un lien direct, évidemment, avec la qualité des services qu'on donne, c'est la vétusté des établissements. Ça n'a plus de bon sens. Vous avez vu, il y a eu le reportage de Ricardo arrivé là, qui a fait déjà un premier son de cloche. Mais vous et moi, on a fréquenté des établissements qui avaient de l'âge quand même, mais qui étaient quand même dans un état respectable. Et il y a eu un déficit, un sous-investissement. Oui, qui n'ont pas été rénovés depuis ni entretenus. Et puis là, on ne construit plus de nouvelles écoles. Ça coûte trop cher. On ajoute des modulaires dans des écoles. On ne peut pas tenir ça à long terme. Là. Puis si j'expose des enfants à des moisissures, j'expose des enfants à des risques dans le milieu scolaire, au personnel tout autant. C'est épouvantable. Quand on regarde ce portrait-là, c'est pessimiste, j'en conviens. Mais ce que ça traduit, à mon avis, c'est qu'il faut passer outre des promesses électorales et des grandes phrases creuses, là, comme la CAQ qui disait faire l'éducation sa priorité. Là. Mais dans les faits, quand on regarde sur le terrain, depuis les 8 années qu'ils ont été là, ils ont beau dire qu'ils ont augmenté les budgets. Oui, ils ont augmenté le nombre de briques dans certaines. Ils ont construit des nouvelles écoles et tout ça, mais pour le parc immobilier en général, il n'y a pas eu de changement véritablement. On a mis le frein récemment sur tout ce qui est rénovation et agrandissement et amélioration. Au niveau de l'école en tant que telle, on n'a pas réussi à attirer des gens dans le milieu. À la dernière convention collective, on nous a donné évidemment des augmentations de salaire, mais rien sur les conditions de travail. Est-ce qu'on a véritablement fait de la priorisation au niveau de l'éducation? J'en doute sérieusement. Il va falloir que le prochain gouvernement fasse les choses autrement. On aurait voulu terminer sur une note positive. Oui, on peut certainement. Je ne sais pas si c'est possible, parce qu'on se demandait, vous couvrez un grand territoire quand même sur la Rive-Sud de Montréal, puis si on revient à la violence, là, est-ce qu'il y a des initiatives ou des changements, peut-être localement, là, dans des écoles qui ont été positifs, qui fonctionnent, duquel on peut s'inspirer? Écoutez, il y a des stratégies gagnantes. Je vais toujours revenir à la même chose. Les écoles qui se mobilisent parce qu'ils ont notamment un leadership fort, c'est-à-dire une direction proactive, qui est mobilisée et mobilisante, qui rassemble son équipe école autour d'un enjeu comme celui de la violence et qui décide de mettre un cadre clair et constant et cohérent. Ça, j'en vois. Ça existe. Ça existe, des écoles public, je le dis, parce qu'on entend souvent que c'est toujours plus rose au privé. Je vous dirais que c'est encore une fois, faudrait aller voir parce que c'est pas toujours le cas. Mais reste que ça existe dans des écoles publiques. Donc, mais on est aussi aux prises avec une autre réalité, c'est le mouvement de personnel. Donc, on manque de gens, ça fait que les gens tournent, les directions d'école changent. Mais quand on a une équipe mobilisée, ça donne des résultats.
mais ça prend du leadership, ça prend quelqu'un qui veut prendre le dossier à bras-le-corps puis qui veut le faire avancer. Puis tout le monde travaille en cohérence et en constance. Ça marche. On va espérer qu'il y en ait encore plus puis que peut-être vous soyez entendus là, pour que le bien des enfants, finalement. Puis, on s'attend à voir plus de X-Mauve, j'imagine, dans le professeur. Ah oui, c'est clair. Là, la peut-être campagne l'aborder. se termine actuellement, mais l'année prochaine, elle va revenir. Mais je veux quand même vous dire, on est parti, nous, on a 13 500 membres sur la Rive-Sud de Montréal. Mais au terme, avec tous les syndicats qui se sont joints, qui représentent du personnel scolaire, on a distribué près de 50 000 épinglettes à la grandeur du Québec. Donc, l'année prochaine, évidemment, à l'an 2, on risque d'en avoir davantage. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que ce mouvement-là soit plus large encore. Donc, Est-ce que c'est un symbole qui pourrait être porté à l'année? Ah, ça pourrait être porté à l'année, tout à fait, effectivement. C'est un symbole qui est fort parce qu'en même temps, le X, quand je le porte, c'est que j'envoie un signal. J'envoie un signal à ceux qui sont devant moi que moi, je n'accepte pas la violence. Puis j'envoie aussi le signal plus largement au public quand je me promène dans les lieux publics avec ça, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience de leurs responsabilités à cet égard-là aussi. Fait que oui, ça pourrait être tout à fait porté à n'importe quel moment de l'année, effectivement. Et merci, Merci M. beaucoup. Guilbeault. Ça m'a fait plaisir. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. Audrey, on apprend dans le Courrier du Sud que de grands changements sont à prévoir dans le réseau de transport de Longueuil. Oui, en entrevue avec notre collègue Michel Hercir, le RTL a dit clairement que son modèle actuel ne fonctionne plus. Depuis la pandémie, l'achalandage a chuté, surtout en direction de Montréal. On parle d'une baisse d'environ 34 là, quand même de l'achalandage entre 2018 et 2023. Le RTL veut complètement revoir sa façon de faire. Plutôt que d'offrir un service un peu partout, mais peu fréquent, on veut concentrer les ressources sur les axes plus achalandés et y ajouter plus de départs. Concrètement, ça veut dire que certains usagers devront peut-être marcher un peu plus, mais c'est fait avec le souhait que le service soit plus fiable. Mais on comprend aussi que ça implique de couper des lignes. Oui, le territoire de Brossard va servir de laboratoire. 6 lignes seront retirées ou modifiées, mais en échange, les autres passeront plus souvent. Là. On parle d'une fréquence d'environ 30 minutes, et ce, même en dehors des heures de pointe. Selon un sondage, la plupart des usagers sont prêts à marcher davantage en échange d'une meilleure fréquence d'autobus. Évidemment, ce seront les résidents qui devront s'ajuster là, à ce nouvel horaire. Reste à voir comment tout ça va se dérouler dans la réalité. Il y aura peut-être moins d'autobus sur la route, mais plus de navettes sur le fleuve. Dis-nous pourquoi, Valérie. Et oui, en fait, la ville de Boucherville s'engage à prolonger les horaires de la navette fluviale qui relie le quai Yvon-Julien au Vieux-Port de Montréal les soirs de fin de semaine cet été. C'est une alternative qui peut être intéressante pour éviter le trafic causé par les travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Les trajets réguliers sont financés par la RTM, mais la ville paie pour des départs supplémentaires les vendredis et samedis soirs. Ça représente une dépense d'environ 45 000 $ pour la municipalité. L'objectif est de permettre aux citoyens de profiter des activités culturelles et des festivals à Montréal sans devoir écourter leur sortie à cause de la congestion routière. Par contre, on a appris dans la presse au début de la semaine que la survie des navettes fluviales est en péril. Oui, effectivement, le reportage nous apprend que le gouvernement du Québec n'a pas encore confirmé à la RTM sa portion du financement pour le système de navettes pour la saison 2026. Et là, le temps presse puisque l'organisme en transport doit boucler son budget d'ici le 7 avril. Donc, Boucherville est prêt, mais là, reste à voir, y aura-t-il des navettes ou non. Valérie, je t'amène ailleurs. Est-ce que tu as entendu parler de la décision récente du tribunal administratif du logement qui pourrait avoir un impact pour les locataires avec des animaux? Pas en détail. Mais je vais t'expliquer. En fait, c'est que le 12 mars dernier, le tribunal a donné raison à une locataire de Montréal qui contestait une clause interdisant son chat et son chien dans son logement. Le tribunal a jugé cette interdiction déraisonnable et abusive, notamment parce qu'aucune nuisance n'avait été démontrée. Est-ce que ça veut dire que les propriétaires, dans le fond, peuvent plus interdire les animaux? Non, mais pas tout à fait. Cette décision-là pourrait faire jurisprudence, effectivement, dans certains cas, surtout lorsqu'il n'y a pas de nuisance démontrée. Notre collègue Diane Lapointe a parlé avec le service animalier ProAnima sur la Rive-Sud, qui accueille évidemment favorablement cette décision. L'organisme rappelle que les enjeux de logement font partie des causes fréquentes d'abandon d'animaux. En Montérégie, là, en 2025, environ 10 % des abandons étaient liés à l'interdiction d'animaux en logement, ce qui en faisait la 5e cause. Mais quand on sait que plus de la moitié des ménages québécois possèdent au moins un animal, ça pourrait faire une différence, là, ce jugement-là, donc à suivre. C'est le temps des sucres qui commence, donc la prochaine nouvelle est un petit peu préoccupante, là. Effectivement, les autorités de Kanawake ont informé la semaine dernière avoir découvert des niveaux inquiétants de plomb dans la sève d'érable récoltée sur le terrain de l'école Ganawage Survival School, où ils entaillent des érables et font les activités de cabane à sucre à cet endroit-là. Dans un des cas,
on a retrouvé le double de la limite permise de plomb et dans un autre, c'était 8 fois la limite permise. Quand même. Mais il faut savoir que l'école est située à la limite du territoire autochtone, Oui. donc à proximité du parc industriel de Sainte-Catherine, où se trouve entre autres l'entreprise de recyclage de batteries au plomb Terrapure, dont on a déjà parlé dans nos autres épisodes. Est-ce qu'on sait si c'est relié? On ne connaît pas la cause officielle pour le moment. Il y a d'autres investigations qui vont être faites. Tu le rappelles, effectivement, c'est des voisins, en fait, Ouais. de l'entreprise Terrapure qui a fait les manchettes à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Terrapure est poursuivi par Environnement Canada pour avoir déversé des résidus toxiques dans la voie maritime du Saint-Laurent. Puis, c'est d'ailleurs depuis la publication de plusieurs reportages que des membres de la communauté de Ganawaki et le Conseil Mohawk avaient demandé des tests dans ce secteur-là. Faut dire, par contre, que la présence de plomb dans le sirop ou la sève d'érable, c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps. C'était principalement causé par les équipements utilisés par les producteurs et il y a un travail qui a été fait justement pour les changer. Par contre, dans ce cas-ci, l'école dit que ces équipements sont récents, donc ce ne serait pas ça la source du plomb. Ouais. Donc, la saison des sucres est mise sur pause à l'école, le temps de faire la lumière là-dessus et de s'assurer que les jeunes puissent se sucrer le bec en toute sécurité. Et finalement, Valérie, la fermeture d'un accès à l'autoroute 30 a vraiment fait jaser la semaine passée à la limite de Châteauguay et Mercier. Oui, le chemin Alexis-Sauvageau, ou ce qu'on appelait la voie de service de l'autoroute 30 entre Mercier et Châteauguay, a été fermé à la circulation pendant 3 jours la semaine dernière en raison de la tenue d'un événement privé dans le bâtiment industriel qui appartient à la compagnie Montoni qui est située à cet endroit-là. La ville de Châteauguay nous a dit que la route devait être fermée parce qu'il allait avoir une grande affluence à l'événement et que c'était pour s'assurer de la sécurité de tous et faciliter la circulation locale. Et est-ce qu'on sait c'était quoi cet événement-là, là, finalement? Je te dirais que ça n'a pas été évident Ouais. d'avoir de l'info à ce sujet-là, mais on a fini par apprendre que c'était en lien avec la visite au Canada de l'Aga Khan, le chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens. Le prince Rahim Aga Khan V était en visite officielle au Canada du 25 au 31 mars. Il a d'ailleurs rencontré le premier ministre du Canada pendant son séjour. Puis l'événement à Châteauguay, lui, était destiné aux jeunes entre 15 et 25 ans. On a pu apprendre d'ailleurs qu'il y avait plusieurs mesures de sécurité sur place. Bon, il y avait tout un processus d'inscription. Il y avait aussi un système de navette entre Brossard et Châteauguay parce qu'il n'y avait pas vraiment de stationnement sur place et aucun appareil électronique n'était accepté sur le site. Ah, quand même. Puis là, une des questions que les gens se demandaient, c'est qui a payé pour le déploiement policier de toute cette opération-là? Oui, la ville nous dit qu'elle a imposé des exigences pour assurer la sécurité du public et que c'était à la charge des organisateurs. Évidemment, c'est un bref aperçu de l'actualité. On vous invite à consulter les plateformes de Gravité, là, donc nos sites web et nos réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe sur la rive-sud. À surveiller cette semaine, l'enquête publique sur le décès impliquant des camions lourds a débuté à Montréal. Au cours des prochains mois, il sera question notamment de la collision mortelle survenue à Boucherville en août dernier qui avait coûté la vie à une mère et son fils. Oui, nous sommes le 1er avril aujourd'hui, donc c'est le poisson d'avril. Faites attention de ne pas vous faire avoir par des mauvais tours ou des fausses nouvelles. Puis on en profite, nous, pour vous rappeler que le 1er avril ne devrait pas être la seule journée dans l'année où vous doutez de la crédibilité de vos sources d'information. On dit ça comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt!